Et maintenant que nous avons les outils nécessaires pour faire un bilan énergétique d'une réaction nucléaire, on va le faire d'abord pour une réaction nucléaire dans le cas général. Alors, soit par exemple, la réaction nucléaire X1 plus X2 donne X3 plus X4. Et chaque noyau ici X est, est, euh, elle est caractérisée par son Z et, sa valeur de A. Ici, je précise que X1, X2, X3, X4 peuvent être soit des noyaux, soit des particules comme protons, neutrons, positrons et électrons. Aussi, on doit ajouter que l'énergie de liaison d'un proton ou bien d'un neutron, d'un nucléon isolé, d'un électron ou bien d'un positron, d'après la définition de l'énergie de liaison, l'énergie de liaison de ces particules, elle doit être nulle. Elle est nulle parce qu'un proton, par exemple, il n'est pas lié. On parle d'énergie de liaison lorsque la particule elle est liée. Donc, on ne doit parler de l'énergie de liaison que si nous avons un noyau formé d'au moins deux nucléons. Donc, nous considérons ce cas général et on va faire un bilan énergétique. Ça veut dire on va essayer d'évaluer la variation d'énergie du système et est-ce qu'il a perdu ou bien est-ce qu'il a gagné de l'énergie. Et pour cela, on va s'aider d'un état. Vous avez ici l'état initial, l'état final. On va imaginer un état intermédiaire entre les deux. Ça veut dire on va passer de l'état initial à l'état intermédiaire, ensuite de l'état intermédiaire à l'état final. Et on va utiliser pour ceci ce qu'on appelle un diagramme d'énergie du système. Alors ce diagramme, il est composé d'un seul axe, un axe E. Alors cette énergie E, ce n'est pas l'énergie de liaison, ce n'est pas l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie équivalente de la masse, selon la relation d'Einstein, E égale mc carré. Par exemple, si j'ai les noyaux à l'état initial, par exemple X1 et X2, l'énergie ici, c'est m fois la masse de X1, la masse de X1 fois C au carré, plus la masse de X2 fois C au carré. Alors voici la valeur de cette énergie à ce point. Et ainsi de suite. Alors on va imaginer pour passer de l'état initial à l'état final, vous avez ici X1, X2 et l'état final X3, X4, on va imaginer le passage par un état intermédiaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que, on imagine que X1 et X2 sont dissociés d'abord en neutrons et protons, ça veut dire en leurs nucléons, et ces protons et ces neutrons sont réunis, ils sont regroupés pour former X3 et X4. Et pour cela, on doit voir alors ceci va demander quelle énergie pour réaliser cette opération. Donc, pour passer de X1 à X2, de X1 et X2 au nucléon séparé. D'abord, on va passer de X1 à Z1 proton et N1 neutron. X2, Z2 proton et N2 neutron. Donc, on aurait Z1 plus Z2 proton et N1 plus N2 neutron. Alors, pour faire cette opération, il faut dissocier X1 et dissocier X2. Et cette énergie qu'il faut pour les dissocier, qu'il faut fournir, c'est tout simplement l'énergie de liaison de ces noyaux. Ça veut dire qu'on doit fournir à ce système en cet état initial, on doit lui fournir de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est tout simplement EL de X1 plus EL de X2. Donc l'énergie augmente. Et on va suivre notre imagination, on va regrouper les nucléons, pour former les nouveaux noyaux, ça veut dire les noyaux de l'état final, X3 et X4. Alors, pour former X3 et X4, cette opération est l'inverse de celle-ci. Pour former un noyau, il faut retrancher l'énergie de liaison. Donc, on doit retrancher l'énergie de liaison de X3 et l'énergie de liaison de X4. Ainsi, delta E, alors delta E, c'est la variation de l'énergie entre l'état initial et l'état final. C'est E final moins E initial. Alors, delta E, ça s'appelle l'énergie de cette réaction nucléaire.
Ainsi, je peux exprimer delta E de la façon suivante. Delta E selon ce diagramme énergétique. Delta E, alors pour passer de l'état initial à l'état final, je dois d'abord ajouter EL de X1 plus EL de X2 et retrancher EL de X3 moins EL de X4. Donc, j'obtiens delta E égale la variation c'est une différence entre l'énergie de liaison, la somme des énergies de liaison des réactifs, moins la somme des énergies de liaison des produits. Et on peut généraliser, delta E, c'est la somme des énergies de liaison des réactifs, moins la somme des produits. Et delta E, ça s'appelle l'énergie de réaction. Et delta E, elle peut qu'elle soit positive ou bien négative, ça dépend de la réaction. On peut aussi exprimer cette variation de l'énergie en fonction des masses de X1, X2, X3, X4. Alors dans ce cas, on doit faire intervenir l'expression de l'énergie de liaison, parce que l'énergie de liaison, c'est delta M du noyau fois C au carré. Et on doit faire, alors delta M, c'est ZMP plus le nombre de neutrons fois Mn moins M de X fois C au carré. Et Z1 plus Z2, on doit faire intervenir aussi les deux lois de conservation de la charge et du nombre de masses. Z1 plus Z2 égale Z3 plus Z4 et A1 plus A2 égale A3 plus A4. Ainsi, j'obtiens delta E. Alors, je vais remplacer EL1 par son expression, plus EL2, moins EL3 plus EL4. Et tout ceci fois C au carré. Ainsi, ensuite, je peux observer que Z1 plus Z2, et vous avez ici moins Z3 plus Z4, puisqu'ils sont égaux, ces deux expressions, donc Z1 plus Z2 moins Z3 plus Z4, c'est 0. De même pour A1, A2, A1 plus A2 moins A3 plus A4. Donc, c'est 0. De même pour Z1 moins Z1 moins Z2 plus Z3 plus Z4. Donc, ça s'annule. Il reste tout simplement M moins M de X1 moins M de X2. Alors, moins M de X1 moins M de X2 moins M de X3, ça veut dire plus M de X3 plus M de X4 fois C au carré. Donc, observez que cette variation de l'énergie, cette énergie de réaction, c'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, inversement à la forme qu'on a pour les énergies de liaison. Donc ici, on peut appliquer ces relations directement, mais il faut faire attention au changement des positions des produits et des réactifs. Ensuite, on peut dire que la variation de l'énergie, s'il est positive, ça veut dire que le système, il gagne de l'énergie. S'il est négative, ça veut dire que le système, il perd de l'énergie. Par exemple, dans ce cas, delta E, elle est négative parce que l'énergie finale, elle est inférieure à l'énergie initiale. Ça veut dire que le système pris ici, qu'on a considéré ici, c'est un système qui a, au cours de cette réaction, il a libéré de l'énergie vers le milieu extérieur. Après cette étude énergétique d'une réaction nucléaire dans le cas général, nous allons appliquer ceci sur deux réactions nucléaires différentes. Et dans ces deux applications, nous allons chercher à dresser le diagramme énergétique d'une réaction nucléaire, calculer l'énergie de réaction d'une réaction nucléaire, chercher l'énergie de réaction lorsqu'il s'agit d'un échantillon d'un noyau radioactif, ça veut dire une masse par exemple. Nous allons aussi faire une comparaison entre l'énergie libérée par une réaction nucléaire et une réaction de combustion du charbon. Alors on va commencer par la première application. Dans cette première application, on vous propose une réaction nucléaire dont voici l'équation. H12 plus H13 donne He24 plus N01. Dans la première question, on doit reconnaître le type de cette réaction nucléaire. Est-ce que c'est une réaction de désintégration? Est-ce que c'est une réaction de fission ou bien de fusion? Dans la deuxième question, on doit dresser le diagramme énergétique sur lequel on doit représenter les niveaux d'énergie
du système à l'état initial, final et des nucléons séparés. Ensuite, on doit indiquer sur le diagramme l'énergie de réaction. Dans la troisième question, on doit en déduire la valeur de l'énergie de réaction d'après le diagramme énergétique et on doit, d'après cette énergie de réaction, on doit en déduire est-ce que c'est une réaction endo ou bien exo, ça veut dire est-ce qu'elle absorbe l'énergie ou bien est-ce qu'elle libère de l'énergie. Et dans la quatrième question, on doit en déduire l'énergie libérée ou bien absorbée par le système au cours de cette réaction. Et comme données, vous avez les énergies de liaison par nucléon des différents noyaux participants dans cette réaction nucléaire. Donc, au cours de cette application, nous allons réaliser une étude énergétique d'une réaction nucléaire. La réaction nucléaire proposée, c'est la suivante. H1,2 plus H1,3 donne He2,4 plus un neutron. Et les données, ce sont les énergies de liaison par nucléon de chacun, l'énergie de liaison par nucléon de chacun des noyaux ici présents dans la réaction. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, elle sert d'abord à comparer la stabilité des noyaux entre eux. Plus l'énergie de liaison est forte, plus le noyau est stable. Ici, on observe que le noyau le plus stable, c'est He2,4 d'énergie de liaison par nucléon, 7,7. Et ceci est en parfaite concordance avec ce qui se passe sur la courbe d'Aston. Nous sommes à la gauche de la zone de fer, du fer 56. Alors, deux noyaux de faible énergie de liaison se transforment en un noyau de plus forte énergie de liaison, ça veut dire qu'il se transforme en un noyau plus stable. Ensuite, et aussi, l'énergie de liaison par nucléon, elle va nous permettre de déterminer tout simplement l'énergie de liaison d'un noyau. Alors, la première question, c'est de quel type de réaction s'agit-il? Alors, elle peut que ce soit une réaction de désintégration, alpha, bêta moins ou bien bêta plus, ou bien il se peut que ce soit une réaction de fusion ou bien de fission. Alors ici, ce n'est pas une réaction alpha, bêta moins ou bien bêta plus, c'est une réaction de fusion nucléaire, car deux noyaux se fusionnent entre eux, sont réunis pour former un noyau plus lourd. Alors plus lourd, ça veut dire qu'il a un nombre de masses plus fort. Ici, vous avez le nombre de masses, c'est 2, 3, ici, vous avez 4, donc c'est une fusion. Ensuite, le diagramme énergétique. Alors, pour établir le diagramme énergétique, alors on doit tracer un axe des énergies vers le haut, le voici, et placer l'état initial et l'état final. Alors, dans l'état initial, on place les noyaux initialement présents, et dans l'état final, on place les entités finales. D'abord, on doit calculer en parallèle de ce diagramme énergétique, on doit calculer les énergies de liaison. Alors, l'énergie de liaison pour H1,2, alors pour calculer l'énergie de liaison, il suffit de multiplier A par l'énergie de liaison par nucléon. Donc ici, c'est 2 fois 1,1, c'est 2,2. Ici, c'est 3 fois 2,8. Et pour HE, c'est 4 fois 7,7. 4 fois 7,7, ça fait 30,8. Alors, pour dresser ce diagramme énergétique, on doit passer de l'état initial vers l'état final, mais en passant par un état intermédiaire, dans lequel figurent seulement les nucléons séparés. Ça veut dire, on suppose qu'on passe de cet état à cet état, ensuite de cet état intermédiaire à l'état final, et on passe de l'état initial à l'état intermédiaire par une dissociation des noyaux. Ça veut dire ici on va obtenir un proton et un proton. Ça veut dire 2 protons. Il reste ici un neutron et 2 neutrons. Ça veut dire 3 neutrons. Donc, on va dissocier ces deux noyaux en leurs nucléons séparés. On va obtenir 2 protons et 3 neutrons. Et cette opération, cette transition demande tout simplement l'énergie de liaison de H1,2 pour le dissocier et l'énergie de liaison de H1,3 pour le dissocier. Alors cette somme demandée pour cette transition, c'est 10,6, 2,2 plus 8,4, 10,6 mégaélectronvolts.
Et on doit passer de cet état intermédiaire à l'état final et en regroupant les nucléons pour former le nouveau noyau. Alors ici, le nouveau noyau, il demande 2 protons et 2 neutrons. He2, 4. 2 protons plus 2 neutrons. Ça fait 4. 4 nucléons. Donc 2 protons plus 2 neutrons, il n'y a plus de protons, il reste un neutron. Le voici, un neutron, il va rester isolé. Alors cette opération va demander qu'on retranche de l'énergie au système, inversement à ce qui se passe pour dissocier le noyau. Alors l'énergie qu'on doit retrancher, c'est tout simplement l'énergie de liaison de He2, 4, inversement à la première. Donc c'est moins EL de He2, 4, c'est moins 38,8. Alors observez que ici, même si je n'ai pas respecté les chaînes, mais vous pouvez observer facilement que ici on doit avoir 10,6, ici 30, ça veut dire cet intervalle, il est le 1/3 de celui-ci à peu près. Et delta E, c'est l'énergie de réaction. Observez que l'énergie de réaction, elle est négative, parce que l'énergie du système, elle diminue. Alors, dans la troisième question, on demande la valeur de l'énergie de réaction. Alors, tout simplement, l'énergie de réaction, c'est quoi? C'est delta E, c'est 10,6 moins 30,8. Alors, ça donne moins 20,2 mégaélectronvolts. Et cette énergie de réaction, delta E, elle est négative. Alors, l'énergie de réaction, elle peut être soit positive, soit négative. C'est une valeur algébrique. Dans ce cas, la réaction est exothermique, ça veut dire elle libère de l'énergie vers le système, vers le milieu extérieur. Et on finit par donner la valeur de l'énergie libérée. Alors ici, c'est une énergie libérée. Et lorsqu'on parle d'énergie libérée vers le milieu extérieur, on parle d'une valeur, on la considère positivement. Ça veut dire, je vais dire, le système fournit au milieu extérieur ou bien libère au milieu extérieur, l'énergie 20,2 mégaélectronvolts. Ça veut dire que je prends tout simplement la valeur absolue de l'énergie de réaction et on doit faire la différence entre les questions qui demandent l'énergie de réaction et celles qui demandent l'énergie libérée ou bien l'énergie absorbée par la réaction.